Il y a des histoires qui nous fascinent parce qu'elles nous ressemblent. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui en est une. Pas dans les détails, non pas parce que nous avons vécu exactement la même chose que le protagoniste, mais elle nous ressemble dans l'essentiel parce que tous, nous avons l'ambition, nous avons le désir de réussir, nous avons la peur de l'échec et nous avons cette question à l'intérieur de nous, cette question éternelle qui te dit jusqu'où seras-tu prêt à aller pour atteindre tes rêves? Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui, pour des centaines de millions de personnes, était bien plus qu'un homme. Il était le symbole, un espoir, la preuve vivante qu'en partant de rien, on pouvait arriver au sommet. Et son nom, c'est Eric Mandala. Si vous ne le connaissez pas, imaginez juste un homme qui incarne la réussite africaine dans toute sa splendeur. Un self-made man parti des rues de Kinshasa pour étudier en Europe. Et ensuite, il est revenu au pays pour bâtir un empire. C'est un homme dont le nom était chanté par les plus grandes stars de la musique congolaise. C'est un philanthrope dont la générosité semblait sans limite. Et c'est un homme qu'on surnommait déjà le Dangote de la RDC. Et puis, imaginez cet homme au sommet de sa gloire s'effondrer en une seule journée. Le 21 janvier 2025, la nouvelle tombe et elle est si brutale qu'elle semble irréaliste. Eric Mandala est arrêté à Madrid, en Espagne, dans une opération anti-drogue d'envergure internationale. Près de 200 kilos de cocaïne saisis ce soir-là. Le choc est total. Le symbole est brisé. Derrière la chute de cet homme, l'histoire ne fait que commencer. Car, lorsqu'on observe bien, il y a deux récits. Et ces deux récits vont alors s'affronter. Le premier, c'est celui d'une dérive lente et progressive, c'est-à-dire l'histoire d'un homme que le succès aurait corrompu, puis entraîné dans une spirale infernale jusqu'à ce qu'on atteigne le point de non-retour. Le second, c'est celui d'un complot, d'un piège parfaitement orchestré par des adversaires un peu trop jaloux et déterminés à détruire l'homme qui leur faisait de l'ombre. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste de prendre le temps de découvrir qui est vraiment Eric Mandala et de comprendre son ascension. On va prendre le temps de s'attacher à l'homme derrière le symbole et ensuite, et seulement ensuite, on va explorer tous ensemble les deux chemins qui ont pu emmener Eric à ce soir-là à Madrid. Cette vidéo n'est pas un procès, c'est une quête de compréhension. Alors, si vous êtes avec moi, bienvenue dans l'histoire d'Eric Mandala. Pour comprendre de qui on parle, il faut revenir à ses racines. Eric Mandala Kizenga est né le 26 juin 1976 à Kinshasa. C'est une ville-monde, bouillonnante, pleine de vie, mais aussi pleine de défis. Grandir à Kinshasa dans ces années-là, c'est apprendre à se battre. C'est apprendre à être créatif, c'est apprendre à rêver plus grand que les murs qui vous entourent. Très jeune, on dit déjà d'Eric qu'il a le sens des affaires. Apparemment, à 14 ans, il aurait déjà lancé ses premiers petits business. Peut-être que c'est une légende, mais une légende qui dit tout de l'ambition de ce jeune homme. Contrairement à beaucoup de Congolais de l'époque, il a la possibilité de partir pour faire ses études supérieures et il se rend direction Paris. À Paris, il y va pour faire des études de gestion et c'est là, en Europe, qu'il observe, qu'il apprend les codes du business international. Mais déjà à ce moment-là, Eric sait que son cœur, ses ambitions restent tournées vers l'Afrique, tourné vers son pays d'origine. Il ne fait pas partie de cette diaspora qui oublie d'où elle vient, il fait partie de ceux qui veulent revenir pour construire. Et pour son grand retour, il revient d'abord en Afrique de l'Est, où il reste servi comme diplomate en Tanzanie, avant de fonder sa première grande société de transport à Nairobi en 2008. Déjà, on voit se dessiner le profil. Un homme qui comprend l'importance des réseaux, de la logistique et des infrastructures. Un homme qui ne pense pas seulement en termes de profit, mais en termes d'empire. Le retour d'Eric au Congo est triomphal. Il diversifie ses activités à une vitesse qui impressionne. Et c'est là que le personnage public commence à naître. Au cœur de sa stratégie, il y a les médias. Et pour l'illustrer, il fonde Univers Group Télévision, une chaîne moderne aux standards internationaux. Il a compris avant beaucoup d'autres personnes que le pouvoir du 21e siècle, c'est aussi le pouvoir de l'image. Celui qui contrôle le récit contrôle les esprits. Et le récit de Eric, il est très simple. C'est celui d'un succès éclatant et surtout légitime. Eric Mandala n'est pas seulement un homme d'affaires, c'est un séducteur. Oui, il séduit les foules, les artistes, les puissants.
Il a compris que la réussite économique ne suffit pas. Pour devenir un symbole, il faut conquérir les cœurs. Sa méthode est celle d'un homme providentiel. Il a une générosité spectaculaire. Il devient mécène de la scène musicale congolaise. Les plus grands artistes chantent son nom et ce ne sont pas que des paroles. Quand Inosbi, le jeune prodige, sort son tube planétaire Yopé, Eric Mondala ne se contente pas de le féliciter. Il lui offre un appartement de la très chic cité du fleuve à Kinshasa. C'est un geste princier et c'est un geste qui est public. Par ce geste, le message d'Eric est clair. Ma réussite rejaillit sur ceux qui m'entourent et sur ceux qui m'honorent. Il faut reconnaître que Eric soigne son image d'homme de foi et de philanthrope. Il finance des œuvres de charité, il s'occupe des orphelinats, il distribue des dons, il se présente comme un homme qui n'oublie pas les plus démunis, un homme qui veut rendre à son pays ce que son pays lui a donné. Il publie même un livre autobiographique qui s'appelle Mentor africain pour se poser dans ce livre en modèle pour la jeunesse. L'image d'Eric est parfaite. La richesse, la piété, la générosité et un carnet d'adresses qui va des stars de la musique au cercle du pouvoir. Et Eric a tout pour lui, il est l'ami du peuple, il est l'ami des puissants, il est intouchable. Mais dans ce concert de louanges, quelques notes un peu dissonantes vont commencer à se faire entendre. Discrètement dans les milieux fermés, dans les cercles d'affaires de Kinshasa, les concurrents plus âgés qu'Eric et mieux installés que lui regardent cette sensation fulgurante avec un mélange d'admiration et de méfiance. Les gens se disent, mais attends, comment il fait? Il va trop vite ce gars. D'autres se posent la question, mais d'où vient son argent? D'où vient vraiment son argent? Est-ce que la question est légitime? Je ne sais pas. Il faut reconnaître que le train de vie d'Eric à ce moment-là est un train de vie spectaculaire. Il a des voitures de luxe, il fait des voyages en jet privé et surtout, il acquiert un très bel appartement de plus d'1 million d'euros dans la plus haute tour du monde, à savoir le Burj Khalifa à Dubaï. Les gens se disent, mais attends, ces entreprises même déclarées, même florissantes, peuvent-elles vraiment justifier un tel étalage de richesse? C'est à ce moment que le doute commence à s'installer, mais le doute reste confiné dans les conversations privées, car Eric a construit une forteresse autour de lui. Une forteresse de popularité et de relations avec des autorités politiques et tout le monde a peur de s'attaquer à lui. Qui oserait s'attaquer publiquement à l'ami des stars et au bienfaiteur des orphelins? Ce serait insensé. C'est donc à ce moment-là que l'histoire va basculer. C'est dans ces premières fissures de son histoire que les deux scénarios de sa chute prennent racine. Car ce que je vais vous expliquer, c'est que le doute, la jalousie, cette histoire qui interroge, ce sont à la fois les ingrédients parfaits pour une dérive personnelle, mais aussi un mobile idéal pour un complot. À partir de maintenant, on va rentrer dans l'ordre des suppositions. Mais je le fais exprès parce que j'ai des enseignements très importants à vous passer. Le premier scénario qui se dessine et qui explique la chute s'appelle la dérive. On pourrait imaginer que face à la pression de maintenir son statut, Eric aurait pu être tenté de chercher des sources de revenus plus rapides, plus discrètes. Car figurez-vous que pour faire taire les doutes, il faut encore plus d'argent, encore plus de succès et c'est un engrenage sans fin. Le deuxième scénario, qui est défendu d'ailleurs par Eric lui-même, s'appelle le piège. Et c'est un scénario dans lequel on pourrait imaginer que la jalousie aurait donné des idées à ses rivaux. Puisque personne n'ose l'attaquer de front, pourquoi ne pas créer une situation où il tomberait de lui-même? Une situation si accablante que sa popularité ne pourrait pas le sauver. À ce stade de l'histoire, comprenez-moi bien, les deux chemins sont encore plausibles, mais dans la suite, on découvrira peut-être que l'un des deux ne tient pas la route. En attendant, peu importe ce qui s'est passé, les deux scénarios vont tous converger vers un seul même lieu, un parking souterrain à Madrid. En août 2024, à des milliers de kilomètres de l'agitation de Kinshasa, dans les bureaux feutrés de la DEA, l'agence antidrogue américaine, il y a une information capitale qui circule. Il se dit qu'un conteneur parti d'Équateur se dirige vers le port d'Algeciras, au sud de l'Espagne. À l'intérieur, caché dans une cargaison banale, se trouverait une quantité massive de cocaïne très pure. Les Américains alertent alors leurs homologues espagnols. L'unité antidrogue espagnole, qui s'appelle Ludico, décide de ne pas intercepter la marchandise à son arrivée. C'est une technique très connue des services spécialisés dans la police. C'est une technique classique et risquée, mais potentiellement dévastatrice pour les trafiquants. Cette technique, elle s'appelle la livraison surveillée. À quoi ça consiste ?
On laisse la drogue continuer son chemin pour mieux remonter toute la filière. L'idée derrière, c'est pour attraper non pas les petites mains, mais pour aller chercher directement la tête de réseau. C'est en application de cette technique de la livraison surveillée qu'une filature méticuleuse va commencer. Le conteneur va passer les contrôles et il va prendre la route de Madrid. Là, les enquêteurs vont observer. Ils identifient un groupe d'individus originaires d'Afrique subsaharienne qui semblent se préparer à réceptionner la cargaison. Et parmi eux, il y a une personne, un nom que personne n'attendait à cet endroit-là, et c'est le nom de Eric Mandala. Le plan des trafiquants, selon la police, est un pass des drogas, ce qui signifie, dans le jargon, un transfert. La cocaïne répartie en 171 paquets, marqués du logo Adidas, doit être déplacée du conteneur vers une cache plus discrète. Le lieu choisi est un parking souterrain dans le quartier de Monte Carmelo. Et c'est un quartier qui est situé en périphérie de Madrid. Dans ce souterrain, il y a une fourgonnette spécialement aménagée avec des doubles fonds. Et cette fourgonnette est parquée en attente. Le 21 janvier 2025, l'équipe est sur place. Ils commencent à charger la marchandise. C'est justement au moment de chargement que les unités spéciales de la police espagnole choisissent d'intervenir. L'opération est rapide, brutale et les images sont filmées par les forces de l'ordre et ces images vont faire le tour du monde. On y voit des hommes plaqués au sol, menottés et parmi eux, il y a Eric Mandala. Comment c'est possible ? Le symbole de la réussite congolaise, l'ami des stars, qui se retrouve là, le visage contre le béton froid d'un parking espagnol. Qu'est-ce qui se passe? La saisie est juste impressionnante. On parle de 197 kilos de cocaïne d'une valeur estimée autour de 6 millions d'euros. Mais il y a autre chose. Il y a aussi de l'argent liquide et surtout une trouvaille qui va montrer la modernité du réseau. 50 000 $ en crypto-monnaie, notamment du Tether ou USDT pour les connaisseurs. Et ce que ça laisse penser, c'est qu'ils avaient déjà un système bien rodé qui leur permettait de faire des transactions discrètes en crypto-monnaie. Là, le masque tombe à l'échelle internationale. Le mythe Eric s'effondre. Et c'est précisément ici, au moment de la chute, que nous devons nous arrêter. Car que tu crois à la thèse de la dérive ou à celle du complot, cet événement est une leçon magistrale pour nous tous, vous, moi, vous, mes partenaires, tous qui aspirons à la liberté financière et à la richesse transgénérationnelle. Car si je reprends juste le premier scénario dont je vous ai déjà parlé, imaginons qu'Eric Mandala a réellement sombré. Comment cela est possible pour un homme qui se dit chrétien, qui affiche sa foi? Ça paraît surprenant, non? Mais c'est là que se trouve le premier enseignement. Ne soyons pas dans le jugement. Réfléchissez, venez avec moi, je vais vous expliquer. L'enseignement que je m'apprête à vous donner est le plus fondamental pour nous tous. Comprenez que la chute d'un homme, ou d'une femme d'ailleurs, ne commence jamais par le grand crime. La chute commence toujours par un petit compromis. Elle commence le jour où l'on décide de séparer sa foi de ses affaires. Elle commence le jour où on se dit Dieu c'est pour le dimanche à l'église et le business c'est autre chose. Le business c'est un monde de loup donc il faut se comporter comme un loup. C'est la première fissure dans le pilier de l'intégrité spirituelle. En faisant cela, on ouvre la porte à un ennemi que nous combattons tous sans savoir. Cet ennemi s'appelle la mentalité de la dépendance. Et vous allez me dire mais de quoi il parle? Calmez-vous, je vais vous expliquer. Beaucoup d'entre vous et même moi-même, je vous fais la confidence qu'à un moment, je suis tombé dans ce piège, c'est que on croit tous chercher la liberté financière, mais on ne se rend pas compte, on se rend dépendant d'un système parallèle. On se rend dépendant d'un argent qui n'est pas béni. Si dans ta recherche de liberté financière, tu fais des compromis qui sont à l'encontre de tes valeurs, tu deviens esclave du secret. Tu deviens esclave de partenaires qu'on ne peut plus quitter. Et c'est à ce moment que tu trahis le pilier de l'indépendance souveraine qui nous enseigne de ne dépendre que de Dieu et non des hommes ou des systèmes occultes. Dans ce scénario qui est une supposition, Eric, en voulant maintenir un train de vie spectaculaire, aurait peut-être cessé de faire confiance au processus, au travail honnête et à la bénédiction de Dieu. Il aurait peut-être cherché un raccourci et ce raccourci l'a mené dans une nouvelle prison bien pire que la dépendance à un salaire. Cette prison s'appelle la dépendance au crime. En devenant entrepreneur, il a peut-être recherché la liberté, mais à la place, il a récolté l'esclavage. La leçon dans ce scénario est terrible, mais elle est claire. La liberté financière sans l'intégrité n'est qu'une illusion. C'est un mirage qui mène à la destruction. On ne peut pas se construire ou on ne peut pas construire un héritage durable sur des fondations malhonnêtes. En effet, quelqu'un de sage et inspiré a écrit dans un livre qui s'appelle la Bible, quel avantage en effet un homme aura-t-il de gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Mais enfin, on est dans les supputations,
On est dans le scénario. Continuons cette logique de scénario, je vais vous donner un deuxième scénario, celui de Eric, celui que Eric défend. Et pour ce scénario, je vais faire appel à ton imagination. Eric a peut-être dit la vérité. Il est peut-être en effet victime d'un complot. Même si je vois d'ici tes poils s'hérisser, même si je te vois pouffer d'énervement, parce que tu préfères que ce soit un malhonnête, reste attentif parce que ce que je vais te dire va quand même t'apporter plus d'enseignements que le premier scénario. Pose-toi juste une question. Pourquoi ses adversaires l'auraient-ils attaqué à ton avis? Parce qu'il est devenu un symbole. On est d'accord. Il est devenu un symbole de réussite, mais pas seulement. Il est aussi devenu un symbole d'indépendance. Parce que, réfléchis, un homme qui réussit en dehors des systèmes établis, qui ne dépend pas des parrains politiques ou des vieilles fortunes, devient une menace. Pourquoi? Parce qu'il montre aux autres que c'est possible. Il devient la personnification de la lutte contre la mentalité de dépendance. Et comment on fait pour détruire un tel symbole? Je vais vous répondre. Pour détruire un symbole, on ne l'attaque pas sur ses forces, mais on l'attaque sur sa vertu la plus précieuse. Son intégrité. C'est vieux comme le monde, ça paraît satanique, mais les grandes puissances et les méchants savent utiliser cette arme. Le piège parfait quand quelqu'un est un symbole ne vise pas à mettre l'homme en prison. Non, on vise à détruire sa réputation. En associant Eric à la drogue, ses ennemis ne salissent pas seulement son nom, ils salissent aussi le message. Si leur ambition est de faire croire que personne ne peut réussir honnêtement au Congo, alors ils ont réussi. Parce que dans ce deuxième scénario, peut-être qu'ils veulent que les gens disent, vous voyez, même lui, le grand Eric Mondala, était corrompu. Et que les gens se résignent en se disant, si Eric est corrompu, à quoi bon essayer d'être intègre? C'est en quelque sorte une attaque spirituelle menée par des hommes de chair et de sang. C'est une tentative de trucider l'espoir. Et c'est une leçon capitale pour quiconque veut avoir de l'impact. À partir du premier jour que vous commencez à réussir, dès que votre lumière commencera à briller, vous deviendrez une cible. On cherchera vos failles. On tentera de vous salir, de vous compromettre et c'est normal. Dans ce cas de figure, moi, ma conviction, c'est que la seule protection qu'on puisse avoir, le seul bouclier qu'on ait, c'est son intégrité irréprochable. Et ici, je ne parle pas seulement d'une intégrité de façade, mais je parle d'une intégrité réelle dans vos affaires, dans vos relations et même dans vos pensées. Car si Eric a vraiment été piégé, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait une faille, une zone grise, une relation ambiguë, une transaction pas assez transparente, une transaction qui a permis aux ennemis de s'infiltrer. Moi, personnellement, je crois fortement en l'indépendance au monde et à ses systèmes et à la dépendance à Dieu. Là-dessus, les amis, je suis radical. Dans ce deuxième scénario, je pense que la nécessité de ne dépendre de personne et d'aucun artefact a tout son sens. Quand je dis ne dépendre de personne ni d'aucun artefact, ça signifie aussi être indépendant de la flatterie. Des propositions trop belles pour être vraies. Des partenaires qui ne partagent pas vos valeurs. On s'aime, mais on ne fera pas de business ensemble parce que tu es un escroc. Et je ne traîne pas avec des voleurs et des escrocs. Être indépendant et ne dépendre que de Dieu, ça exige une vigilance de tous les instants. Car même si le succès attire des bénédictions, il attire aussi beaucoup de prédateurs. Si on revient à la réalité et qu'on arrête de supputer ou d'imaginer des scénarios, la réalité c'est que Eric a été libéré, donc il n'est plus poursuivi. Il est de retour à Kinshasa. Il se défend, il crie au complot, à la trahison. Il accuse les boss de Kinshasa d'avoir orchestré sa chute, c'est ce que je vous disais. Sa parole doit maintenant lutter contre celle de ses détracteurs, contre celle de la police espagnole et de la DEA qui l'avaient accusé à l'époque. Avec cette histoire, je vous ai plongé au cœur d'un drame, le drame d'un homme qui a tout en termes de richesse, mais qui perd malgré ça tout en termes de réputation. Est-ce le prix de sa propre cupidité ou juste le prix de la jalousie des autres qui l'a conduit là? La vérité, c'est qu'on s'en fout, parce que c'est pas important. L'histoire d'Eric, elle est importante pour son enseignement. C'est une tragédie moderne. Une tragédie qui nous rappelle que le succès est une lumière qui attire les regards, mais qui projette aussi de longues ombres. Le succès projette les ombres de nos propres faiblesses et projette aussi les ombres de l'envie des autres vis-à-vis de nous. Donc son histoire doit nous laisser avec des questions qui doivent résonner au fond de chacun de nous. Quelle est la part de nous-mêmes que nous sommes prêts à sacrifier sur l'autel de l'ambition? Et comment nous protéger de ce que nos réussites dérangent? Donc l'affaire d'Eric n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est un miroir qui nous renvoie à notre propre image. L'image complexe, parfois effrayante, de nos propres rapports au succès, à l'argent et à la morale. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner,
à laisser un like et surtout un commentaire des familles. N'hésite pas à partager toi-même comment tu vis cette histoire, qu'est-ce que ça t'enseigne. Et je te laisse avec cette vidéo dans laquelle je te raconte encore l'histoire d'un autre entrepreneur avec ses déboires ou ses réussites. Va regarder ça et les enseignements vont être de la même qualité que celle que tu as reçue dans cette vidéo. Je te dis à tout de suite. Tchuss!